lui tenir la porte ouverte. « Bonne soirée, Mrs. Raisin, » dit-il, le sourire mielleux, marmonnant dès qu'Agatha fut trop loin pour pouvoir l'entendre. « Vieille chouette !» Un jour, elle lui avait lancé « Si vous êtes le portier, alors ouvrez-moi cette foutue porte chaque fois que vous me voyez, d'accord? Allez, au boulot !» Et ce paresseux de Jock ne l'avait jamais oublié. Agatha poursuivit son chemin au milieu de la foule pressée de rentrer à la maison. Petite femme à l'air pugnace, un peu trapue, les cheveux coupés courts, des petits yeux d'ours et des jambes bien galbées. L'hôtel n'était qu'à quelques rues de son bureau. Elle quitta la lumière de l'après-midi pour plonger dans la semi-obscurité du bar. Bien qu'elle n'ait jamais rencontré ce Ross Andrews auparavant, son regard expérimenté le repéra instantanément. Il portait un costume sombre, une cravate, mais avait cet aspect négligé typique de beaucoup de journalistes de la grande presse. Ses cheveux clairsemés étaient un peu trop noirs, tandis que son visage épais était agrémenté d'un gros nez et d'yeux d'un bleu délavé. Si des années de beuverie n'avaient pas laissé leur marque, il aurait pu encore avoir l'air correct, pensa Agatha en s'approchant de lui. « Mr. Andrews ? Mrs. Raisin, appelez-moi Ross. J'ai commandé un verre et je l'ai fait mettre sur votre note, dit-il gaiement. Tout est sur note de frais, je présume. Agatha se fit la réflexion qu'un bon nombre de journalistes étaient passés maîtres dans l'art d'émettre des fausses notes de restaurant pour des clients qu'ils étaient censés inviter, ce qu'ils ne faisaient jamais. Et pour eux, pas question de se restreindre lorsqu'il s'agissait des notes de frais des autres. Elle acquiesça et s'assit en face de lui, appela un serveur et commanda un gin tonic. « Appelez-moi Agatha. » « Alors, comment vont les choses au Daily Bugle ?» demanda-t-elle, sachant qu'il était inutile de parler de leur affaire avant que cet Andrews ne considère qu'il avait suffisamment bu à ses frais pour s'engager à écrire quelques lignes pour elle. « Tout part à volo, si vous voulez mon avis, » dit-il d'un air sombre. « Le problème, c'est tous ces nouveaux journalistes, ces bras cassés qui sortent de ces fichues écoles. Nous, on a dû apprendre le boulot sur le tas. Eux, ils reviennent à la rédaction et disent « Oh non, je ne pouvais pas lui poser cette question, le mari venait juste de mourir. » Et autres bêtises du même genre. Alors je leur dis « Mec, de mon temps, on visait la une et on se fichait pas mal des sentiments des gens. Ils veulent être aimés. Un bon reporter n'est jamais aimé. » « C'est bien vrai, ça, » commenta Agatha qui, sur ce point, était assez d'accord avec lui. Sur quoi le dénommé Ross Andrews fit signe au serveur et se commanda un autre whisky à l'eau, sans même demander à Agatha si elle était prête pour un deuxième gin tonic. Tout ça a commencé quand les journaux ont donné le pouvoir aux comptables, ces minables, ces jaloux, qui font des coupes sèches dans vos notes de frais et pinaillent sur chaque penny. Tiens, je me souviens. Agatha sourit et le laissa déblatérer. Combien de fois s'était-elle trouvée dans des circonstances similaires à écouter des récriminations du même genre? Demain, elle serait enfin libérée de tout cela et ne retravaillerait plus jamais, en tout cas pas dans les relations publiques. Elle avait vendu son agence de RP pour prendre une retraite anticipée et se retirer à Carsley dans les Cotswolds, charmante région qui l'avait peu à peu subjuguée. Sa convivialité chaleureuse lui manquait terriblement. Lui manquait aussi la société des dames de Carsley, les bavardages autour d'une tasse de thé au presbytère, la vie placide de ce petit village. Tout en prenant soin de garder un air de profond intérêt mêlé d'admiration face à Ross, lancé dans son blabla assommant, ses pensées se portèrent sur son voisin de village, James Lacey. Elle avait pris un verre avec lui lors de son dernier passage à Carsley, mais leur amitié confiante semblait s'être évanouie. Elle en arrivait à se dire que la stupide obsession qu'elle avait éprouvée pour cet homme avait disparu pour de bon. Mais il s'était quand même bien amusé à résoudre tous ces meurtres. Comme Ross levait une fois encore le bras pour commander un autre verre, elle le devança en lui suggérant avec fermeté qu'il était peut-être temps de passer à table. Ils se rendirent dans la salle à manger. « Votre table habituelle, Mrs. Raisin », proposa le maître d'hôtel en leur désignant un emplacement près d'une fenêtre. Il y avait eu un temps, se dit Agatha, où être connue et reconnue par les maîtres d'hôtel représentait une gratification plaisante, preuve du chemin parcouru depuis son départ du quartier misérable de Birmingham, dans lequel elle avait grandi. Personne ne disait plus « misérable » de nos jours, mais « défavorisé » ou quelque chose de ce genre, comme si changer de mot pouvait effacer la tristesse, la violence et le désespoir. Les bien-pensants alimenteraient toujours les commérages sur la pauvreté de ces quartiers, mais personne n'y mourait de faim, à part quelques vieux retraités mal armés pour réclamer les aides qui leur étaient dues. C'était davantage une pauvreté de l'âme qui sévissait là-bas, quand l'imagination ne se nourrit plus que de vidéos violentes, de boissons et de drogues. Et quand je suis revenu de Beyrouth, le vieux Chalmer m'a dit « Tu es un oiseau trop coriace pour te faire kidnapper !»
C'est bien vrai, ça, commenta machinalement Agatha. Et qu'est-ce que vous aimeriez boire? Ça ne vous dérange pas si je choisis? Je trouve que les dames ne connaissent pas grand-chose au vin. Ce qu'Agatha traduisit par les dames risquent de commander des vins pas chers, voire une demi-bouteille ou un truc imbuvable. Il allait certainement choisir le deuxième vin le plus cher de la carte. Il ne fallait pas être trop ostensiblement cupide. Comme beaucoup de membres de sa tribu, il commanda les plats qu'il pensait convenir à son statut et non pas ceux qu'il aimait. Il ne mangea pas beaucoup, manifestement impatient d'arriver au digestif. Il toucha à peine à ses escargots, suivis d'un carré d'agneau et de profiteroles. Au moment du cognac, Agatha décida de passer aux choses sérieuses. Elle lui décrivit Jeff Loon comme un garçon charmant, trop gentil pour le monde de la pop, dévoué à sa maman et à ses deux frères. Elle parla de l'album qui allait sortir, passa à Andrews quelques photos et des coupures de presse. « Tout ça, c'est de la pure merde, et vous le savez très bien », commenta Ross en souriant devant sa mine effarée. « Je veux dire, j'ai vérifié ce qu'on avait sur ce Jeff Loon. Il a un casier, un casier judiciaire. Il a été jugé coupable à 2 reprises pour agression et il est aussi tombé pour usage de drogue. Alors pourquoi me vendre tout ce baratin sur ce type qui serait un petit chéri à sa maman ?» Le visage agréable de cette dame à la cinquantaine bien portée, sa première impression d'Agatha Raisin, se métamorphosa subitement en celui d'une virago implacable, aux yeux lançant poignards et autres armes redoutables. « Bon, toi tu arrêtes tes conneries, mon mignon !» grogna Agatha. « Tu sais très bien pourquoi t'as été invité ici. Si tu n'avais pas l'intention d'écrire quoi que ce soit, même plus ou moins bien torché, tu n'aurais pas dû venir, espèce de profiteur. Je vais te dire quelque chose d'autre. Je me fiche pas mal de ce que tu écris. Je ne veux plus jamais voir des gens de ton acabit. Tu t'empiffres aux frais de la princesse en bon journaliste raté que tu es. Et ma petite culotte est presque morte d'ennui en entendant tes ratiocinations sur ta grandeur passée. Et maintenant, tu as le culot de me dire que Jeff est bidon? Et toi, t'es quoi? Alors écoute. Ce n'est pas aux relations publiques de te donner des leçons, mais je vais le faire quand même. Ton rédacteur en chef sera bien content de pouvoir écouter toutes tes petites histoires, le verbatim détaillé auquel je joindrai la note de ce que tu as consommé. Il ne vous écoutera pas. Agatha passa la main sous sa serviette et en sortit un petit enregistreur. Allez, souriez, c'était le micro caché. Il lâcha un petit ricanement en posant sa main sur celle d'Agatha. Aggie, alors on ne comprend plus les plaisanteries. Bien sûr que je vais écrire un bon papier sur Jeff. Agatha fit signe qu'on lui apporte l'addition. Je me fiche complètement de ce que tu vas écrire. Ross Andrews avait vite dessoulé. Aggie, s'il te plaît. Pour toi, c'est Agatha, ou plutôt Mrs. Raisin, maintenant que nous avons si bien fait connaissance. Je vous promets que je vous ferai un bon papier. Agatha signa le reçu de sa carte de paiement. Je vous rendrai la bande quand il sera publié, conclut-elle en se levant. Bonne nuit, Mr. Andrews. Ross Andrews jura dans sa barbe. Ces bonnes femmes de la communication! Il espérait ne jamais avoir à rencontrer de sa vie une autre Agatha Raisin. Il était presque au bord des larmes. Elle était loin l'époque où les femmes étaient encore des femmes. À des kilomètres de là, au cœur du Gloucester, dans le bourg commerçant de Dembly, Jeffrey Benson, assis au fond d'une salle de classe, utilisée pour les réunions hebdomadaires du club de randonnée, les marcheurs de Dembly, pensait à peu près la même chose en regardant sa petite amie depuis peu, Jessica Tartink, s'adresser au groupe. Tous ces trucs féministes, c'était très bien, et Dieu sait qu'il était acquis à la cause de l'égalité des femmes. Mais pourquoi tenait-elle à s'habiller comme des hommes et à se comporter comme eux? Jessica portait un jean et une ample chemise de bûcheron. Son visage d'intellectuelle était pâle, elle était diplômée d'Oxford, et elle arborait une masse épaisse de cheveux noirs longs et raides. Elle était dotée de superbes seins, aussi fermes qu'imposants. Ses cuisses étaient un peu épaisses et ses genoux noueux, mais de toute façon, elle était toujours en pantalon. Comme Jeff, elle était enseignante dans le secondaire. Avant qu'elle ne se soit plus ou moins imposée comme leader des marcheurs de Dembly, ce groupe n'était composé que d'inoffensives personnes, aimant tout simplement faire une petite randonnée le dimanche. Mais Jessica semblait se complaire dans les confrontations avec les propriétaires ruraux qu'elle haïssait carrément. Elle se rendait souvent au bureau du cadastre de Gloucester, étudiait les cartes, découvrait des droits de passage oubliés depuis des siècles et donc souvent accaparés par les agriculteurs. En arrivant à l'école quelques mois auparavant, elle s'était immédiatement mise à la recherche de la cause. Elle pensait souvent en majuscules. Elle avait appris l'existence des marcheurs de Dembly par une collègue, une jeune femme blonde et timide appelée Deborah Camden, qui enseignait la physique. Aussi sec, Jessica avait jeté son dévolu sur le club et en un rien de temps, sans que les randonneurs aient le temps de dire ouf, elle avait pris le pouvoir.
L'idée que son zèle a repéré des droits de passage sur des propriétés privées. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.